Bonjour, bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens, car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas vers qui vous tourner ? Alors si vous appréciez ce podcast, sachez que je suis là pour vous accompagner dans un esprit de prévention et de renforcement de votre santé, en complémentarité de vos éventuels traitements médicaux. Prévention en fonction de vos facteurs de risque individuels et familiaux, risque cardiovasculaire, risque de prise de poids ou risque allergique par exemple, et renforcement afin de bien gérer les différents défis auxquels la vie et le monde dans lequel nous vivons nous confrontent en permanence. Manque de motivation, stress, perte de sens au travail, éco-anxiété, baisse de la vue. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez parler de tout ça. Je suis à votre écoute et nous trouverons ensemble la meilleure manière de vous accompagner, en visio ou en présentiel. J'utilise divers outils tels que la naturopathie, la réflexologie plantaire ou l'énergétique. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui me tient beaucoup à cœur car il est assez méconnu, alors qu'il peut vraiment changer votre vie si vous le mettez en pratique. L'équilibre acido-basique. C'est pour moi un des piliers de la santé préventive. Cet épisode n'aurait pas lieu d'être si nous vivions tel que la nature a priori prévu que nous vivions, en contact avec les éléments naturels, pas trop stressés, bougeant quotidiennement et mangeant des aliments sains. Mais ça n'est en général pas le cas, donc nous avons tendance à nous acidifier, ce qui entraîne de nombreux problèmes de santé. Et donc, je fais cet épisode. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve la naturopathie fondamentale, et qu'elle devrait selon moi être plus connue. Ce ne sont pas des potions magiques et des régimes à base de graines, c'est juste revenir à la base de l'anatomie et de la physiologie du corps humain. Comment est-ce qu'il fonctionne, et de quoi a-t-il besoin pour fonctionner correctement ? Du bon sens, non ? Alors, qu'est-ce que c'est que cet équilibre acido-basique ? Déjà, il faut dire que le corps humain fonctionne de manière optimale lorsqu'un certain équilibre entre acidité et alcalinité s'y maintient. Alcalin, c'est un synonyme de basique, c'est-à-dire l'inverse d'acide. En cas de déséquilibre du côté de l'acidité, plus fréquent que l'inverse de par notre mode de vie, nous verrons pourquoi tout à l'heure, on observe au niveau des liquides présents dans le corps, ainsi que des tissus, un surplus d'ions hydrogène qui s'accumule, c'est-à-dire des atomes d'hydrogène ayant perdu un électron, et pas assez d'ions hydroxyle pour compenser. Stop ! Bon, si vous me connaissez, vous savez qu'à l'école j'étais un cancre dans les matières scientifiques, donc je vais essayer de ne pas trop entrer dans les détails techniques, parce que je serais capable de me perdre moi-même. Donc, ce déséquilibre en faveur de l'acidité, s'il est chronique, n'est pas sans répercussion sur la santé, et c'est ce que nous allons voir. Le sang et le liquide extracellulaire doivent rester dans une certaine fourchette de pH, très étroite, nécessaire au maintien de la vie et au bon fonctionnement de l'organisme, entre 7,38 et 7,42. Je rappelle que le pH va de 0 à 14, 0 étant très acide et 14 très basique. Les liquides intracellulaires gardent eux normalement un pH d'environ 6,8. Et notre corps va tout faire pour respecter ces valeurs, car la vie n'est pas possible sinon. Donc on appelle homéostasie ces mécanismes de maintien de certaines valeurs dans les normes. La température du corps, la pression artérielle, la composition du sang et le pH. Comme on a souvent tendance à pencher du côté de l'acidité et que le corps humain est bien fait, 3 systèmes de régulation permettent donc de neutraliser cette acidité. Premier système, les poumons, qui éliminent en permanence les acides volatiles tels que le CO2. Les acides volatiles représentent les 3/4 des acides, d'où l'intérêt de bien respirer au quotidien. Deuxième système, les reins, qui s'occupent des acides non volatiles, tels que l'acide urique. Mais les reins gèrent ces acides à plus long terme, car leur capacité d'élimination est limitée. Les reins réabsorbent également le bicarbonate présent dans le sang, qui est basifiant. Et troisième système, ce que l'on appelle le système tampon, plus rapidement mobilisable. Il existe ainsi le système tampon intracellulaire, qui neutralise les acides à l'intérieur des cellules,
grâce à des protéines comme l'hémoglobine dans les globules rouges ou à des phosphates, et le système tampon extracellulaire, grâce à des protéines comme l'albumine dans le sang, et grâce à du bicarbonate, également présent dans le sang. Bon, mais le problème, c'est que lorsque ces systèmes sont régulièrement dépassés et que les quantités d'acide sont trop importantes, ce qui a lieu plus souvent qu'on ne le pense, eh bien le tissu osseux va se dissoudre et libérer des éléments basiques qui le composent tels que le calcium pour venir se combiner aux acides posant problème afin de faire tampon et former des cristaux neutres en termes d'équilibre acido-basique. Un acide plus une base égale un cristal ou un sel. Ces cristaux sont à peu près neutres en termes d'acidité. Puis, l'organisme va éliminer ces cristaux du milieu où ils se trouvent, mais pas immédiatement de l'organisme. Ils seront éliminés plus tard par les reins dans l'urine, ou par la peau dans la transpiration. Ou bien même resteront dans le corps s'ils sont trop nombreux. Notre stock de calcium osseux est d'environ 1 kg, donc il y a de quoi faire. La journée, les acides s'accumulent dans le tissu présent dans les muscles, le squelette ou encore le cartilage, ce qui le rigidifie. Et durant la nuit, si le sommeil est suffisant, eh bien le corps se nettoie et nous éliminons les acides par voie rénale. Les tissus retrouvent alors une forme plus souple, et c'est pour ça que les premières urines du matin sont plus acides que dans la journée. La présence d'acides tels que le soufre, le chlore ou le phosphore devient pathologique quand elle est en permanence excessive et que la capacité du corps à les gérer est dépassée. C'est ce que je vous expliquais dans l'épisode 29 sur les produits laitiers, qui sont plutôt acidifiants pour l'organisme. Dans ce cas, des minéraux alcalins tels que le calcium, le potassium ou le magnésium sont constamment prélevés dans nos tissus organiques, et puis ce qu'on appelle la réserve alcaline de bicarbonate diminue. À cause de ce phénomène, le corps peut se fragiliser, se déminéraliser, l'immunité peut se dégrader, les déchets peuvent s'accumuler, la production de radicaux libres peut augmenter, bref, l'organisme va s'encrasser et la prise de poids peut également s'installer. Et c'est comme ça que cette acidité chronique fait le lit de nombreuses pathologies, dont celles liées à la fragilisation des os. En plus, les cristaux issus de la combinaison entre les minéraux acides en excès et les minéraux alcalins du corps sont, à cause de leur forme coupante, agressifs pour nos tissus. Et cela crée un état d'irritation et d'inflammation des nerfs, des muqueuses, des vaisseaux, des articulations et de la peau. Des carences en minéraux peuvent à force se développer, des dépôts de cristaux peuvent encrasser nos organes, en particulier les organes spécialisés dans l'élimination des déchets, que l'on appelle les organes émonctoires, où des calculs peuvent apparaître. Calculs biliaires, calculs rénaux, calculs salivaires. Mais ces cristaux sont aussi stockés ailleurs. Cellulite, articulations, muscles, vaisseaux sanguins et lymphatiques. Et ceci est particulièrement visible au niveau de la peau. Les acides contenus dans la sueur d'une personne en excès d'acidité la dessèchent et des zones rouges peuvent apparaître, sensibles, fissurées ou crevassées. Une sueur acide est également propice à l'apparition de mycoses. La muqueuse intestinale, elle, est également agressée par ces cristaux et peut devenir excessivement poreuse, ce qui est néfaste pour la santé. Les os et les articulations peuvent être rongés et corrodés par les acides, entraînant tous les problèmes de rhumatisme ou d'arthrite. Alors, quelles sont les causes de cette acidité excessive ? Comme souvent dans la santé, nous ne sommes pas tous égaux devant l'acidité. Certains sont mieux armés que d'autres pour y faire face, ayant de grandes réserves minérales et ayant la capacité de transformer certains acides alimentaires, tels que ceux présents dans le citron et la tomate, en éléments basiques, grâce à une bonne énergie métabolique et une bonne activité enzymatique, au niveau du foie et du pancréas par exemple. Leur forte énergie entraîne l'oxydation des acides et rend utilisables les minéraux basiques de l'aliment. D'autres, en particulier les personnes minces ou affaiblies, ayant une énergie métabolique limitée, neutraliseront mal ces acides et épuiseront rapidement leurs réserves minérales basiques, en particulier le matin ou par temps froid, moment où leur vitalité est réduite, car l'organisme n'est pas encore chaud. Les acides ne seront pas oxydés et resteront dans le corps sous cette forme délétère, et ils seront tamponnés par des minéraux alcalins créant des cristaux,
entraînant une déminéralisation. Vous comprenez maintenant pourquoi les cures de jus de citron le matin seront profitables aux uns et très néfastes aux autres. Donc plusieurs causes peuvent mener à un excès d'acidité de l'organisme. Parmi celles-ci, on peut trouver: première cause, une sous-oxygénation due à une respiration pas assez ample ou à pas assez d'exercice physique et de mouvement, dû au tabac, dû à la pollution, dû au stress ou au manque de contact avec le grand air de la nature. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un manque d'oxygénation dû à un déficit de respiration fait qu'une partie d'un type d'acide créé dans les cellules pour la production d'énergie, à partir du glucose, l'acide pyruvique, se transforme en acide lactique, ou bien stagne dans le corps tel quel, l'acidifiant. L'acide pyruvique s'accumule notamment sur les gaines de myéline des nerfs, gênant le fonctionnement nerveux de l'organisme. De plus, les mitochondries, nos usines de production d'énergie, tourneront au ralenti. Une sous-oxygénation est aussi néfaste à l'évacuation du CO2 par le sang puis par les poumons, qui est un déchet acide volatile de la respiration cellulaire. Deuxième cause, un apport insuffisant en vitamines et oligoéléments qui interviennent dans l'activation des enzymes nécessaires à la transformation du glucose en énergie dans la cellule. Un déficit de ces enzymes aura le même effet qu'une sous-oxygénation. La transformation du glucose ne produira pas beaucoup d'énergie, mais beaucoup de déchets acides intermédiaires. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles une alimentation comportant beaucoup d'aliments raffinés, comme le sucre blanc, les sucreries, les pâtisseries, les aliments à base de farine raffinée, comme le pain ou les pâtes, etc., est plus acidifiante qu'une alimentation à base de produits bruts ou peu transformés par des processus industriels ou par la cuisson. Les vitamines et oligoéléments sont détruits par ces procédés de raffinage et d'amélioration de la conservation ou de la présentation des produits. Et puis, consommer du sucre est déminéralisant, car une molécule de glucose a besoin de 56 atomes de magnésium, plus d'autres minéraux, pour être assimilée. Troisième cause, un mental entre guillemets acide et négatif, affaiblissant l'organisme et diminuant la capacité métabolique à neutraliser les acides. En outre, le manque de sommeil, le stress chronique, l'anxiété, la peur, le surmenage provoquent les mêmes effets qu'un excès d'exercice physique, c'est-à-dire l'accumulation de déchets acides dans les tissus, ce qui épuise l'organisme. Quatrième cause, un apport exagéré d'aliments acidifiants. Je reviendrai dessus, mais ce sont en particulier les protéines animales, très riches en minéraux acidifiants tels que le phosphore ou le soufre, et en cellules contenant de l'ADN. Or, ADN veut dire acide désoxyribonucléique. Comme nous l'avons vu, la consommation d'aliments à la saveur acide, citron, agrumes et fruits acides, sera plutôt bénéfique pour les personnes ayant une forte vitalité, mais néfaste pour les personnes maigres ou ayant peu d'énergie. En effet, ces aliments contiennent des composés acides difficiles à transformer en acides faibles, c'est-à-dire volatiles et éliminés par les poumons, lorsque le métabolisme est affaibli ou qu'il n'est pas prêt à les recevoir. En hiver, le matin par temps froid, et en cas de fatigue ou de maladie par exemple. Cinquième cause, une alimentation pas assez riche en fruits bien mûrs et en légumes, qui sont anti-acidifiants, car riches en minéraux basifiants comme le magnésium, le potassium ou le calcium, dont la métabolisation génère des bicarbonates. Les fruits contiennent tous des acides, sauf la banane. C'est pour cette raison qu'il faut les manger bien mûrs et de saison, car alors le taux d'acide diminue. De plus, les jus de fruits sont plus acides que les fruits eux-mêmes, car ils sont plus concentrés, et sont moins riches en minéraux car une partie de ceux-ci reste prisonnier de la pulpe, rejetée après le pressage. Sans parler de l'éventuel sucre ajouté, lui-même acidifiant. Sixième cause, une alimentation trop riche en purines. Qu'est-ce que les purines ? Eh bien, ce sont des molécules azotées qui font partie des éléments fondamentaux de l'ADN et de l'ARN, présentes dans les cellules des aliments que l'on mange. Elles sont transformées par les intestins et surtout par le foie en une substance très toxique pour l'organisme, l'acide urique, normalement éliminé aux 2/3 par les reins et l'urine, et pour 1/3 par la voie digestive. En effet, à l'inverse des animaux carnivores, l'humain n'est en réalité qu'un petit carnivore et ne possède pas l'enzyme appelée uricase, pour transformer cet acide urique en un sous-produit moins dangereux et 10 fois plus soluble, donc plus facilement éliminé par les reins et dans les urines,
l'allantoïne. Seul 2% de l'acide urique est rendu inoffensif chez l'humain, contre 98% chez le chien par exemple, qui possède cette enzyme. Et le reste, eh bien, il est éliminé dans les urines, mais irrite et fragilise les reins au passage. C'est une des raisons pour lesquelles un excès de purine dans l'alimentation est néfaste. À noter que l'acide urique peut être éliminé dans la sueur, d'où l'intérêt de l'exercice physique régulier où vous transpirez, ou encore du sauna. Attention, un excès de consommation de fructose, qui est présent en grande quantité dans les aliments industriels sucrés tels que les sodas, ou même dans les fruits si vous en consommez en grande quantité, est également associé à une augmentation du taux d'acide urique sanguin. Bon, et du coup, où trouve-t-on les purines ? Eh bien, elles sont abondantes dans la viande rouge, les abats, la charcuterie, les crevettes, les moules, le foie, les alcools forts et la bière, les anchois, le hareng, les sardines, le homard, le chocolat. Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais si vous avez tendance à vous acidifier facilement, ces aliments ne sont peut-être pas bons pour vous, en tout cas en grande quantité. Parce que le problème, c'est que les reins des humains étant physiologiquement sous-dimensionnés pour un filtrage important d'acide urique, celui-ci va s'accumuler dans le sang et les tissus s'il est apporté en excès par l'alimentation ou insuffisamment éliminé, et peut, en fonction des prédispositions, se déposer au niveau des articulations sous forme de cristaux d'acide urique ou d'urate de sodium, provoquant des douleurs intenses, comme dans la crise de goutte ou l'arthrite, ou lorsqu'il s'agrège sous forme de calculs rénaux. Je rappelle au passage que je vous recommande toujours d'aller consulter rapidement un médecin au cas où vous seriez concerné par ce type de problème. On considère qu'environ 40% de l'acide urique est issu de l'alimentation. Le reste vient de la dégradation des cellules mortes de notre organisme et de leurs acides nucléiques. Un déficit d'eau bu dans la journée peut aussi provoquer une concentration importante d'acide urique dans le sang, car les reins ne l'éliminent alors pas assez dans les urines. 7e cause, trop de déchets d'acide dus à de mauvaises digestions. En cause, des combinaisons d'aliments inadéquates pendant les repas, créant des fermentations acidifiantes, mais également une mastication insuffisante et trop de stress pendant la digestion. Dans ce cas, le système nerveux sympathique est trop sollicité, l'organisme passe en mode lutte-fuite et stoppe la digestion, secondaire pour sa survie immédiate. Et pendant ce temps, des fermentations peuvent avoir lieu dans l'estomac et les intestins. Une mauvaise digestion peut également venir d'une faiblesse du foie, de la vésicule biliaire ou du pancréas, responsable de la sécrétion de certaines substances servant à neutraliser l'acidité du bol alimentaire. Les fermentations créent des substances toxiques et acides, au doux nom de scatol, indole, phénol, tomaïne, etc., qui seront absorbées en même temps que les substances nutritives utiles, d'autant plus facilement que les muqueuses intestinales ont été rendues poreuses par une acidose chronique. Un autre déchet acide lié à une digestion perturbée est l'acide oxalique. Un des problèmes de cet acide oxalique est que, outre le fait qu'il acidifie le corps, il se lie directement dans l'intestin aux minéraux apportés par l'alimentation pour former des cristaux appelés oxalates, ce qui rend ces minéraux inassimilables car ces cristaux d'oxalates s'évacuent ensuite dans les selles et dans les urines, ou bien s'accumulent dans les reins pour éventuellement former des calculs. Des carences peuvent alors apparaître sur le long terme, notamment en fer, en magnésium ou en calcium. Les oxalates peuvent aussi venir d'un excès de consommation d'aliments qui en contiennent, tels que le chocolat noir. Mais on considère que les fruits et légumes qui en contiennent beaucoup, tels que les épinards, la betterave, la rhubarbe, l'oseille, la patate douce ou les amandes, sont inoffensifs s'ils sont consommés avec modération et crus, car les oxalates deviennent inassimilables par la cuisson. En effet, la chaleur les précipite en gros amas inertes qui se fixent un peu partout dans le corps et entartrent l'organisme, provoquant des rhumatismes, de la goutte ou des calculs rénaux et bloquant l'assimilation du fer et du calcium. C'est pour cette raison que je vous recommande par exemple de manger vos betteraves crues. Et vous verrez, en plus, c'est délicieux. 8e cause, un encrassement dû à une stagnation des liquides de l'organisme par cause de manque de mouvement et insuffisance d'exercice physique, permettant d'accélérer la circulation sanguine au travers des filtres et créant une transpiration évacuatrice des déchets et toxines. Je vous rappelle que ces liquides représentent environ 70% de notre poids. Il s'agit notamment des liquides dans lesquels baignent nos cellules, qui elles sont fixes. Leur bonne santé dépend donc de la qualité de ces liquides extracellulaires qui circulent autour d'elles.
Les déchets et toxines acides qui s'y accumulent ont la fâcheuse tendance à asphyxier l'organisme. De plus, cette stagnation fait que l'élimination métabolique des acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, se fait mal. 9e cause, une oxydation accélérée de notre organisme par déconnexion avec la Terre et les éléments naturels. En effet, nous sommes de plus en plus rarement en contact direct avec le sol et les éléments. Nous vivons souvent dans des environnements hyper urbains et nous ne marchons que très rarement pieds nus, ou nous nous baignons plus souvent dans des piscines que dans la mer ou les rivières. Or, c'est notamment en étant en contact direct avec les éléments naturels que l'on capte des antioxydants et qu'on se désacidifie. 10e cause, la pollution atmosphérique et électromagnétique, ou les pesticides, qui stimulent la formation de radicaux libres, lesquels libèrent des protons, facteurs d'acidification. 11e cause, un mauvais fonctionnement ou un encrassement d'organes cruciaux dans la gestion de l'acidité du corps, tels que les reins, les poumons et la peau. De plus, comme nous l'avons vu, une faiblesse du foie ou du pancréas entraîne une mauvaise alcalinisation du bol alimentaire, ce qui a tendance à acidifier l'organisme par excès d'acide, mais aussi par insuffisance de la digestion, ce qui peut entraîner des fermentations et des putréfactions excessives. Un des endroits dans le corps qui, à l'inverse, doit être très acide, c'est l'estomac. Or, un manque d'acidité gastrique, pouvant provenir de nombreuses causes, notamment d'un stress excessif, générera des fermentations dans l'estomac à cause d'un temps de digestion gastrique plus long que la normale et d'une présence bactérienne accrue, et enverra vers l'intestin grêle une bouillie pas assez acide, ce qui ne déclenchera pas bien les mécanismes d'alcalinisation et de digestion. Cette hypochloridrie gastrique ne permet pas non plus une bonne prédigestion des protéines et peut entraîner des carences par malabsorption en aval dans le tube digestif ou une surcharge de travail du pancréas. 12e cause, et je m'arrêterai là, l'excès d'alcool qui épuise le foie et les reins et empêche la sortie dans la sueur de l'acide lactique créé par l'activité physique. Ouf! Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, vous l'aurez deviné, je vous suggère déjà d'appliquer les règles de base du fonctionnement de l'être humain. Quelles sont ces règles ? Bien s'oxygéner, bien se nourrir et bien assimiler ce qu'on mange, bien se reposer, bien éliminer ses toxines et ses déchets, bien se recharger en énergie, bouger fréquemment pour éviter les stagnations du liquide d'énergie, calmer son mental en se relaxant et en ne se stressant pas trop, si possible, et accepter de ne pas tout contrôler en soi et chez les autres. Et j'ajouterais même être reconnaissant du miracle de la vie, afin de commencer à respecter cet organisme incroyable grâce auquel nous traversons l'existence. Donc, en termes d'alimentation, voici les conseils que je peux vous transmettre. Quand on mange, les nutriments présents dans les aliments se retrouvent à un moment ou un autre dans notre sang. S'ils sont acidifiants, vous avez compris que pour maintenir le pH sanguin constant, le corps va neutraliser l'acidité en combinant les acides avec des minéraux basiques, tels que le calcium. L'idéal est donc d'apporter directement ces minéraux basiques en mangeant en même temps que les aliments acidifiants des aliments basifiants, pour que l'organisme n'ait pas besoin d'aller les chercher ailleurs dans le corps et notamment dans les os. Et où trouve-t-on ces minéraux basiques ? Eh bien, majoritairement dans les légumes et les fruits très mûrs. Donc, par exemple, si la quantité de légumes est insuffisante dans l'assiette lorsqu'on mange des protéines, le corps sera obligé d'aller puiser des minéraux dans ses réserves propres, c'est-à-dire un peu dans le sang, puis très vite dans les os, dans les dents, dans les muscles, etc. Cette situation peut mener à terme à une déminéralisation des tissus, donc à une fragilisation. Vous pourrez alors sentir une certaine frilosité ou une baisse de l'efficacité de votre système immunitaire. Donc, plus la quantité d'aliments acidifiants est importante dans votre assiette, plus il faudra y adjoindre des aliments alcalinisants ou basifiants au cours du même repas pour compenser. Du bon sens, non, quand on a compris comment ça marche ? D'une manière générale, je vous recommande donc d'adopter une alimentation majoritairement alcalinisante,
riche en minéraux, bio, hypotoxique, c'est-à-dire générant le moins de déchets possible, la moins transformée possible et spécifique à l'être humain. Si vous avez écouté l'épisode 29, vous savez maintenant que les produits laitiers animaux, par exemple, ne sont pas spécifiques à l'être humain, mais prévus pour être consommés par le petit de l'animal. Bon, même s'il n'est pas interdit d'en manger de temps en temps pour le plaisir, bien sûr. Donc voici quelques exemples d'aliments parmi les plus basifiants, c'est-à-dire très anti-acidifiants. Les châtaignes, le concombre, le chou frisé, les graines germées, les jeunes pousses, les orties, l'avocat, les brocolis, le céleri branche cru, le céleri rave, la betterave crue, les pommes de terre, la patate douce, les courges, la salade, les olives noires. Attention, les olives vertes sont, elles, acidifiantes. Ces aliments, riches en minéraux alcalins et en polyphénols, aident à éliminer les excès d'acide tissulaire, à maintenir l'équilibre acido-basique sanguin et évitent à l'organisme de puiser dans les os pour régulariser son pH. D'une manière plus générale, tous les légumes sont basifiants. Une exception notable, la tomate, acidifiante, même quand elle est cuite, à réserver pour l'été, très mûre, en quantité limitée et, si possible, sans les pépins. Vous avez également les jus de légumes, sauf les jus de tomates. Par exemple, un jus de carotte, betterave, concombre, gingembre est très basifiant. Les jus d'herbe de blé ou d'orge sont également très riches en minéraux alcalinisants, en antioxydants et en chlorophylle. Et puis n'hésitez pas à manger aussi des fruits très mûrs et non acides, ainsi que des fruits séchés, tels que les dattes ou les figues. Bon, attention à ne pas abuser des fruits frais ou secs tout de même, car ils contiennent beaucoup de fructose, générateur d'acide urique. Concernant les oléagineux, les amandes sans la peau et les noix du Brésil sont plutôt basifiantes. Et n'hésitez pas non plus à incorporer dans vos plats des algues de mer, telles que les wakame ou les dulces, ou des algues d'eau douce telles que la spiruline, qui sont riches en iode et en chlorophylle. Le pollen, frais ou congelé, est également basifiant. Et puis je vous recommande de systématiser l'utilisation des plantes et herbes aromatiques telles que les herbes de Provence, le basilic, le persil, etc., qui sont très basifiantes, ainsi que les épices, gingembre, curcuma, cannelle, etc. Bon, et quels sont les aliments acidifiants ? Eh bien, dans cette catégorie, on retrouve toutes les protéines animales, la viande, blanche ou rouge, le poisson, les fruits de mer, les œufs, les laitages, les protéines végétales également, légumineuses, oléagineux, soja, lait de soja. On a toutes les céréales aussi, par exemple le blé et tout ce qu'on fait avec, le pain, les pâtes, les pizzas, les pâtisseries, la semoule, les gâteaux, les tartes, les biscuits, etc. Mais aussi le riz, l'épeautre, le petit épeautre, le millet, le maïs, les céréales du petit déjeuner, l'avoine, l'orge, donc la bière, le seigle, le lait d'avoine. Et puis ce qu'on appelle les pseudo-céréales sont aussi acidifiantes, le quinoa, le sarrasin ou l'amarante. Les fruits pas mûrs sont acidifiants, et puis les tomates et les agrumes, en particulier pour les personnes affaiblies ou en manque d'énergie. Donc rappelez-vous, idéalement, il faudrait que dans vos repas, vous mettiez 1/4 d'aliments acidifiants et 3/4 d'aliments basifiants. Si vous commencez à faire attention à cet équilibre lorsque vous cuisinez, ou lorsque vous choisissez vos plats au restaurant, vous allez vous rendre compte que l'on mange souvent beaucoup trop acidifiant. Par exemple, avec du poisson, on met souvent du riz. Ou quand on mange des pâtes, on met souvent du fromage râpé dessus. Or, quand on fait ça, on additionne un aliment acidifiant et un aliment acidifiant. Donc la solution, c'est de diminuer les quantités et de compléter par beaucoup de légumes, ou bien de remplacer les céréales par des féculents basifiants, tels que les pommes de terre ou les châtaignes. Et puis, je recommande généralement aux personnes qui viennent me voir en consultation de débuter leur repas par une salade verte. Comme ça, vous apportez du basifiant dès le début du repas. Vous trouverez des listes d'aliments sur Internet ou dans des livres, classés selon leur indice PRAL, qui est un indice donnant une idée du degré d'acidité ou d'alcalinité qu'il provoque dans l'organisme.
Donc je vous suggère de regarder une de ces listes pour prendre conscience que certains aliments sont beaucoup plus acidifiants que d'autres et que leur quantité dans l'assiette devra donc être adaptée en conséquence. Par exemple, vous verrez que la viande est beaucoup plus acidifiante que les lentilles. Concernant les personnes véganes qui associent céréales et légumineuses pour avoir la bonne quantité d'acides aminés dans leur assiette, vous savez que le rapport idéal est d'1 tiers de légumineuses pour 2 tiers de céréales. Mais attention, légumineuses et céréales sont toutes les deux acidifiantes. Donc à consommer avec modération et en leur rejoignant des légumes et ou de la salade. Et puis on entend souvent dire que les céréales et les légumineuses complètes sont théoriquement plus intéressantes en termes de minéraux et d'oligo-éléments. C'est exact. Malheureusement, l'acide phytique présent sur leur enveloppe, qui les empêche de germer, ne permet pas une bonne assimilation de ces minéraux car ils se combinent à eux lors de la digestion, les rendant inutilisables. Ils seront éliminés dans les selles. De plus, cela augmente l'apport d'éléments acides. On peut donc remédier en partie à ces inconvénients en évitant les céréales complètes et en faisant tremper les légumineuses plusieurs heures dans l'eau avant de les faire longuement cuire. Concernant la boisson, la seule dont le corps a besoin est l'eau, non gazeuse, car les bulles sont du gaz carbonique dont il faudra se débarrasser. Donc la meilleure option est, selon moi, l'eau du robinet filtrée. Essayez de manger les aliments au plus proche possible de leur état naturel. Fuir les aliments transformés, industriels, tout faits, qui sont dévitalisés, dénaturalisés, donc mal métabolisés dans le corps, et souvent bourrés d'additifs, de sel et de sucre acidifiants. Quand vous vous mettez à table, je vous suggère de vous accorder quelques instants avant de débuter le repas pour prendre plusieurs respirations amples et vous relaxer en sentant les tensions s'en aller. Cela vous permettra de mieux digérer ensuite. Prenez le temps de bien mâcher avant d'avaler. Rappelez-vous que les aliments solides doivent devenir liquides en bouche avant de les avaler pour faciliter la digestion. Donc, mon conseil, posez votre fourchette entre chaque bouchée. Et si vous avez du mal à digérer, évitez les desserts sucrés ou les fruits après les repas, pour éviter les éventuelles fermentations, génératrices de composés acidifiants et toxiques. Et puis pour terminer, voici quelques conseils d'hygiène de vie de base pour éviter de s'acidifier. Prenez l'habitude de prendre le temps de faire régulièrement des respirations profondes, par le nez, si possible dans la nature. Rappelez-vous que les 3/4 des acides sont évacués par les poumons. Je vous recommande également tout ce qui peut vous rapprocher de la nature. Les bains de forêt, les bains de mer, la marche dans la campagne, même sous la pluie, la marche pieds nus, la revitalisation au soleil. Un des signes que vous vous êtes bien oxygéné, donc que vous avez bien éliminé le CO2 et les acides volatiles, c'est un bon appétit. Et oui, rappelez-vous de ce qu'on dit, le grand air, ça creuse. Et puis, vous pourrez ressentir un calme intérieur et un regain d'énergie vitale, un endormissement facilité et un bon sommeil réparateur. Je vous suggère également de prendre l'habitude de marcher au moins 1 heure par jour. Vous pouvez pratiquer la marche afghane par exemple, en pleine conscience d'une respiration ample, c'est-à-dire en essayant de remplir la totalité de vos poumons. Je vous renvoie là vers l'épisode 30 du podcast. Bien sûr, si vous avez suffisamment de vitalité, faire de l'exercice physique essoufflant, musclant et transpirant 2 à 3 fois par semaine sera très intéressant puisque cela permettra l'élimination dans la sueur de vos excès de cristaux, d'urée, d'acide urique, d'ammoniac et d'acide lactique. Et si vous aimez ça, une séance de sauna de temps en temps peut être aussi une bonne option pour atteindre cet objectif. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous sentez que vous avez besoin de faire un travail psycho-émotionnel sur vous pour apprivoiser votre stress, votre anxiété et vos peurs, qui sont aussi génératrices d'acidité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode qui était assez dense. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous
pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventif gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Voilà, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.